Un pays immense, puissant, mais malheureusement toujours agressé par les agresseurs, soutenu par le pays que nous connaissons, le Rwanda. Je parlais du mouvement du 23 mars 2023 et c'est un sujet qui fait parler beaucoup de politiques, beaucoup d'analystes, surtout sur la toile et plus particulièrement dans notre très cher et beau pays, la République démocratique du Congo. L'agression rwandaise, on en parle encore en ce jour avec un analyste politique. Il s'appelle David Motomungu qui est avec moi, à qui j'ai dit bienvenue. Merci cher ami, bonjour, je vous salue. Je salue tous vos téléspectateurs, je salue tous les Congolais et surtout particulièrement les Congolais de l'Est. C'est un très grand plaisir pour moi d'être pour la première fois sur votre plateau et de parler avec vous et partager nos analyses ainsi que faire comprendre aux Congolais ce que nous pensons de la République. Merci beaucoup d'avoir surtout honoré notre invitation. C'est vrai qu'avec beaucoup de contraintes qu'il y a dans notre société congolaise, mais quand même, vous avez accepté justement de venir sur ce plateau de l'éditorial. Comme je le rappelle, toujours l'éditorial, c'est une tribune d'information, d'analyse et aussi des propositions, des solutions qui peuvent justement aider notre pays à aller de l'avant. On doit d'abord parler, je l'ai dit dans mon annonce, bien sûr, la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Comment se présente le tableau, étant qu'analyste politique que vous êtes, comment se présente le tableau de la situation sécuritaire à l'est du pays actuellement? Bon, la situation est très préoccupante. La situation est très, très préoccupante. Vous savez, actuellement, des territoires sont en train de tomber. Ça va faire bientôt, je pense, beaucoup de temps, plus d'un an actuellement, que nous n'avons plus notre intégrité territoriale entre nos mains. Donc, comme je le disais, c'est d'ailleurs à moi de vous remercier parce que nous venons ici, c'est pour l'amour du Congo, que nous venons décrypter et analyser. La situation sécuritaire est telle que, actuellement, l'intégrité territoriale est menacée par le Rwanda ainsi que, par sa branche du M23 qui contrôle quelques zones de la partie est de notre pays, que je viens d'énoncer ici sous les silences, je ne sais pas, peut-être complices de nos autorités. Et je pense que nous allons atterrir par rapport à ce que vous venez d'évoquer, mais j'aimerais d'abord que vous soyez d'abord sur le plan de la présentation comme il faut du tableau de la situation sécuritaire à l'Est. Bon, non, la situation sécuritaire, nous l'avons dit. Vous savez, il y a quelques années en arrière, l'intégrité de notre pays, l'intégrité territoriale de notre pays était garantie, c'est-à-dire qu'on contrôlait 2 345 410 km². Mais fort malheureusement, actuellement, nous n'avons plus cette intégrité territoriale-là. Vous savez, nous avons dit ici que cette question, il faut l'aborder sur 3 points. Nous avons une trilogie que nous avons conçue, selon laquelle que nous estimons pour nous amènera à trouver des solutions. Premièrement, nous avons dit sur le plan politique. Le plan politique, cela veut dire quoi? Cela veut dire que, vous savez, à un certain moment de notre pays, nous devons nous regarder, et nous parler très franchement, nous, acteurs politiques. Nous parlons d'une chose qui est très fréquente dans notre classe politique. Vous vous souviendrez du propos du président de l'Assemblée nationale qui avait recommandé aux députés de quitter les groupes armés. Et donc, vous savez, sur le plan historique, nous connaissons nous tous, il y a quelques acteurs qui étaient détenteurs des groupes armés, qui étaient détenteurs de mouvements des rébellions. Donc là, vous parlez plus de l'infiltration qui persiste. Bien évidemment, je vais y arriver. Je parle de l'infiltration. La classe politique doit se rassembler, se regarder en face et de parler de cette question sécuritaire. Parce que des territoires ne peuvent pas tomber sans que le pays soit infiltré au plus haut sommet de l'État. Voyez-vous? Et sur le plan politique, moi je recommande au président de la République de pouvoir convoquer un dialogue. Cette fois-ci, un dialogue qui n'aura pas pour conséquence des partages des responsabilités ou des postes. Non, nous allons parler entre acteurs politiques. Parce que nous ne sortirons pas de cette impasse sans pour autant nous regarder en face et nous dire ce que nous sommes en train de faire de cette partie de l'Est, tout en retraçant, comme je vous ai dit, sur le plan historique, en identifiant. Vous savez, comme vous êtes en train de dire le mouvement du 23 mars qu'on appelle le M23, oui, était né et puis ce mouvement-là a été défait par le président sortant. Mais
qu'est-ce qui explique que juste quelques années après, ce mouvement-là encore refait surface? C'est-à-dire qu'il y a peut-être sur le plan politique une chose qu'on n'a pas bien réglée. Et pour qu'on règle ça, il faut qu'on arrive à nous parler. Il faut qu'on arrive à nous dire les vérités en face. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voyez-vous, ça c'est des 1, j'ai parlé sur l'aspect politique. Des 2, je parle sur l'aspect diplomatique. On était en train de les dire ici, nous sommes en train de voir le chef de l'État actuel en train de faire presque le tour du monde pour pouvoir porter haut la voix de la RDC concernant cette question sécuritaire. Oui, c'est vrai, mais vous savez, il faut qu'on se le dise, que sur le plan diplomatique, il y a eu quelques erreurs qui se sont commises aussi. Je m'explique. Le président sortant avait choisi un bloc. Le bloc, ici, je parle de la SADC. La SADC, lorsque vous voyez des pays comme l'Angola, vous voyez des pays comme l'Afrique du Sud, vous voyez des pays comme la Zambie, vous voyez des pays comme des Zimbabwe. C'est des pays avec lesquels, très souvent, nous n'avons pas eu de problème. Voyez-vous? Pourquoi je vous dis ça? Vous savez, si vous partez aux États-Unis, exemple, que ce soit le président Trump ou le président actuel Biden, c'est 2 personnes avec des personnalités différentes. Mais vous ne verrez pas que ce soit Trump ou Biden, exemple, venir faire de la Chine son allié. Voyez-vous? Donc, c'est-à-dire que sur le plan étatique, on a déjà construit une stratégie qui définit, premièrement, qui sont nos alliés, deuxièmement, qui sont nos partenaires, et puis, troisièmement, qui sont nos amis. Quand bien même qu'en relation internationale, c'est très difficile de parler d'amitié. Voyez-vous? Et nous, est-ce que nous sommes arrivés à définir cela? Vous avez vu le président actuel, aussitôt qu'il est entré au pouvoir, il a choisi les blocs de l'Est, avec des raisons qu'on estime stratégiquement qui n'ont pas été bien étudiées, qu'on devrait revoir. Et aujourd'hui, ça nous plonge dans ce problème-là. Parce que lorsque nous parlons de la situation sécuritaire de l'Est, on ne peut pas parler de cette situation-là sans pour autant parler de l'EAC. On est aujourd'hui dans l'EAC qui a déployé une force militaire sur terrain. Mais visiblement, on sent que des territoires, au lieu qu'on Justement, j'aimerais que nous puissions directement entamer cette question parce que au sortir de l'Assemblée, de la 36e Assemblée de l'Union africaine sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays, et il ressort que le M23 seront notifiés en ce qui concerne justement leur retrait de zones occupées. Mais malheureusement, jusque-là, c'est comme s'il semblerait que cette partie est toujours occupée comme il faut. Votre réaction par rapport à cette... Permettez-moi, j'ai parlé de l'aspect diplomatique. Je pense que cette fois-ci, on doit passer par à la vitesse supérieure. Justement. Oui, des déclarations ont été faites sur le plan régional et sur le plan continental, sur le plan international. C'est pas maintenant. Il y a eu l'accord de Luanda, il y a eu l'accord de Nairobi, que le M23 n'ont pas respecté. Je crois que c'est cela pas le problème. On peut beau faire des déclarations ici, leur demander de pouvoir, vous avez dit quoi, de quitter des zones. Il semblerait qu'ils seront notifiés. Les zones qu'ils occupent, ils ont déjà été notifiés à l'accord de Rwanda, qui a, avec les facilitateurs, l'ancien président du Kenya, comment s'appelle, Uhuru Kenyatta, oui. Qui leur a demandé de quitter des zones qu'ils occupaient. Mais fort malheureusement, sur terrain, nous constatons autre chose. J'ai parlé ici de l'aspect diplomatique. Voilà, c'est cela. C'est-à-dire que quand on vient pour pouvoir, comme je vous ai démontré ici sur le plan diplomatique, savoir nos alliés, nos partenaires ainsi que nos amis, quand bien c'est très difficile de parler d'amitié parce qu'on dit que les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que de poursuite d'intérêts. Des intérêts, bien évidemment. Mais il faut maintenant cette fois-ci parler de l'aspect militaire. Parce qu'un pays est respecté compte tenu de sa puissance militaire. Aussi longtemps que nous ne prendrons pas le temps de nous organiser. Là, vous parlez que nous sommes... Oui, mais non, c'est-à-dire que je vous ai parlé ici... Et pourtant, nous sommes 8e sur le plan continental. Ça... Mais non, ça c'est une chose, classer les armées, tout ça. Mais maintenant, factuellement, qu'est-ce qui arrive sur terrain? Je disais ici que j'ai parlé des 3 aspects. Il y a un aspect très important que je suis en train d'aborder ici, l'aspect militaire. Aucun État ne se fera respecter s'il n'a pas de puissance militaire. C'est cela la logique, d'accord? Sur le plan même diplomatique, on respecte les États compte tenu de leur puissance militaire. Je disais ici, au lieu qu'on passe notre temps, c'est bien fait comme nous sommes en train de les faire, à vouloir expliquer au monde entier ce qui se passe dans l'Est de notre pays, mais entre-temps, nous devons travailler à l'interne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je suis en train de saluer, il y a la loi sur la programmation militaire, mais il faut aller à la vitesse supérieure, comme j'étais en train de vous dire.
Il faut comprendre que lorsque je parle de l'aspect militaire, ça a été dit ici et renseigné que cette guerre était une guerre asymétrique. Quand même qu'on constate actuellement, c'est devenu une guerre classique, mais on comprend que sur le plan militaire, il y a aussi des stratégies qu'il faut monter sur le plan des renseignements. Vous comprendrez que c'est une guerre aussi des renseignements. C'est-à-dire que nous devons former nos agents, nous devons avoir un renseignement militaire à la hauteur pour nous permettre de démanteler toutes ces petites organisations des États qui envient, notamment ici je parle du Rwanda, qui envient les richesses de la RDC pour arriver à avoir un renseignement militaire, à démanteler ces systèmes-là. Nous devons avoir aussi un renseignement civil. On a décrété l'état des sièges dans cette partie, mais vous voyez que l'état des sièges, il faut qu'on se dise, il faut qu'on se regarde en face que ça ne suit pas. Il se pose toujours de problèmes sur terrain. Malgré cet état de siège-là, c'est ce que nous sommes en train de dire ici. Plus nous passons le temps à l'interne de pouvoir nous parler entre Congolais, de pouvoir former notre armée, de pouvoir mettre beaucoup plus de moyens à cette armée-là, de pouvoir penser à comment équiper cette armée sur le plan logistique. Parce que vous savez, je vais vous expliquer pour ne pas être très littéraire et théorique, vous avez un militaire qui est au front. Un militaire qui doit, par exemple, se battre à 2 heures du matin, mais il n'a pas peut-être un habit contre le froid, ça pose un problème. Il n'a pas des armes adéquates, ça pose un problème. Voyez-vous, ça fait un problème de logistique qu'il faut gérer. Même sur le plan mental, ce militaire-là, qui n'a pas du tout été très bien payé, cela pose un problème. Je vois qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits sur ce point-là. C'est pourquoi j'ai dit et je recommande qu'on doit beaucoup plus concentrer les efforts au niveau interne, tout en abordant tous les aspects, la trilogie que je vous ai fait ici, qui nous amènera sans doute à des résultats escomptés. Donc, je dirais par contre qu'au lieu, c'est très bien, parce qu'aujourd'hui le monde est un petit jardin, nous devons parler avec la communauté internationale pour leur expliquer ce qui se passe dans notre pays. D'ailleurs, on nous a annoncé ici que bientôt le président français viendra sur le sol congolais. C'est une opportunité énorme de pouvoir expliquer cela à ce président-là. Je viens aussi condamner ici des gens qui sont allés vandaliser la résidence de notre artiste Fally Ipupa. Je crois que ça n'a rien à voir. Je le disais, nous devons être beaucoup plus rigoureux envers nos dirigeants que nous le sommes avec des artistes qui sont en train de crapahuter, de mener ils sont en train de se rechercher, de mener leur petite vie ailleurs. L'État congolais d'ailleurs ne le soutient pas. Donc, ce n'est pas là le problème. Le problème est ailleurs. Donc, ne soyons pas distraits. C'est ce que je suis en train de vous dire ici. Nous devons être en mesure de pouvoir bien identifier nos problèmes, les attaquer dans le fond pour apporter des solutions efficaces. Voyez-vous ? Voilà. En parlant vous avez eu le temps de parler ici tantôt de la situation qui préoccupe notre pays, c'est-à-dire la manière dont la République démocratique du Congo est allée s'adhérer à l'EAC. C'est une impasse politique? Eh bien, ce que nous devons savoir de notre classe politique, surtout parce que j'en fais partie, lorsque nous venons sur des plateaux de télévision, il faut analyser les questions froidement. Je l'ai dit ici d'entrée de jeu que c'était une erreur, pour moi, stratégique. Pourquoi? Je vous ai démontré ici que nous devons arriver à comprendre comment est-ce que le monde actuellement fonctionne. Parce que lorsque nous avons adhéré l'EAC, et d'abord, nous n'avons pas encore jusqu'aujourd'hui envoyé des experts dans cette organisation-là. Vous voyez là où déjà il y a un très sérieux problème. Et aussi, il y a une force militaire de l'EAC qui s'est déployée dans l'est de notre pays avec des objectifs bien précis, mais nous constatons jusqu'aujourd'hui que les résultats ne suivent pas. Par contre, comme je vous ai dit ici, je vous ai fait une corrélation ou encore une comparaison de ce qui se passe ailleurs, aux États-Unis, et de ce qui se passe, exemple, dans notre pays. On les savait, c'était un secret de polichinelle. Que des pays de l'Est, c'est des pays qui sont hypocrites envers nous. C'est des pays qui nourrissent des mouvements terroristes. C'est des pays qui entretiennent l'insécurité qui sévit dans notre partie. Mais non, dans l'ensemble, parce que vous faites allusion à une erreur, c'est-à-dire le fait que notre pays... C'est une faute. Une erreur, le fait que nous puissions aller adhérer justement à l'EAC. Alors, que faire?
Qu'est-ce que le gouvernement congolais peut faire pour le moment? Parce qu'il faut qu'on se le dise, comme vous aviez dit tantôt, il faut que le Congolais se parle en face. C'est-à-dire, qu'est-ce que le gouvernement congolais peut faire, malgré cette erreur commise déjà d'adhérer au sein de l'EAC? Très bonne question. Je pense que la recommandation, elle est très simple. Elle est très simple, pour être simpliste. C'est de pouvoir penser déjà à la sortie de notre pays dans cette organisation-là. Parce que je n'ai pas, malheureusement, avec moi, des documents de l'EAC qui explique comment est-ce que nous sommes entrés et comment est-ce que nous sortirons. C'est pourquoi j'ai dit, il est beaucoup plus temps, parce que nous devons gagner en termes de temps, que le gouvernement congolais déjà pense. Oui, c'est possible. Est-ce possible de sortir parce de que, cette... Oui, c'est possible. Comment nous sommes entrés, ce n'est pas une prison. Ce n'est pas une prison. Et donc, tel que nous sommes entrés, tel que nous pouvons aussi sortir. Donc, comme je vous ai dit, pour gagner le temps, il faut déjà penser à sortir de cette organisation-là. Parce que c'est une organisation des hypocrites. C'est des gens qui nous amènent, n'est-ce pas? C'est des gens qui font partie du projet de balkanisation de notre pays. C'est comme je vous ai dit, si c'est un secret des polichinelles. Savoir que les États de l'Afrique de l'Est, c'est des États qui en veulent à la République démocratique du Congo. Je vais vous citer ces États-là. Peut-être lorsqu'on parle de l'Est, il faut expliquer aussi aux téléspectateurs. Vous avez l'État de l'Est, ça veut dire quoi? Ça veut dire le Rwanda. Les États de l'Est, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'Ouganda. Le Rwanda qui soutient justement l'M23, voilà, terroriste, le Rwanda qui est le pays. Bien, merci beaucoup. Le Rwanda qui est un pays agresseur. Les États de l'Est, c'est quoi? C'est l'Ouganda. Les États de l'Est, c'est quoi? C'est les Burundi. Est-ce que vous voyez ces pays-là vraiment vouloir à ce que la paix revienne dans notre parti? Le chef de l'État actuel a été très clair lorsqu'il disait que non, vous étiez en train d'entrer par la fenêtre, mais venez entrer par la porte. Il leur a montré sa bonne foi. Mais quels sont les résultats aujourd'hui? Quels sont les résultats? Aujourd'hui, les Congolais n'ont que des larmes pour pleurer. Nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement congolais doit déjà penser à sortir de cette organisation-là. D'autant plus que non seulement l'organisation de l'EAC, mais aussi l'Union africaine. L'Union africaine aujourd'hui, regardez les comportements. Vous avez dit tantôt que nous sommes dans une mondialisation. N'est-ce pas que le fait de dire que notre gouvernement, notre pays, doit sortir de toutes ces organisations, mais où sera notre pays? Non, c'est-à-dire que non. C'est-à-dire quoi? Je m'explique. Lorsque j'ai dit que nous sommes à l'ère de la mondialisation, tout en disant que le monde est un petit jardin où tout le monde y vit, cela ne veut pas dire que vous devrez aller à l'aveuglette. C'est-à-dire que vous devez aller yeux fermés. Non, ça veut dire que je vous ai dit ici, des pays où encore des États n'ont pas d'amis, des États n'ont pas de bonne foi, que des États n'ont que des poursuites de l'intérêt. C'est-à-dire qu'il faut aller là où vous trouvez vos intérêts. Exactement. Peut-être, il semblerait que peut-être notre pays avait trouvé des intérêts, par exemple, dans l'Union africaine et aussi dans l'EAC. Non. Dites-moi qui peut-être n'a pas été dévoilé par la toile. Non, même si les questions sont vôtres, les réponses sont miennes. Mais permettez-moi de vous poser cette question-là. Non, je me pose la question. Où est-ce que la RDC a déjà retrouvé ses intérêts dans l'EAC? Le comportement de l'Union africaine. Vous avez vu ici avec le président sortant de l'Union africaine, j'ai cité ici le président du Sénégal, Macky Sall, son comportement envers notre chef de l'État était déplorable. Tout en sachant ce qu'il dit il faisait partie de personnes qui bien évidemment l'Union africaine. Donc fort malheureusement nous ne parlons pas de ça. Je parle ici du comportement du président sortant de l'Union africaine. Lorsque le président de la RDC lui disait que non, c'est cet État-là avec qui tu veux entretenir des très bonnes relations, le Rwanda, c'est parmi les États qui font à ce que la partie subsaharienne de l'Afrique vive ce qu'elle est en train de vivre là. Vous voyez, c'est-à-dire quoi? L'insécurité. Donc, nous sommes en train de dire ici, je me répète, que dire que la mondialisation ou encore le fait de pouvoir appartenir à une organisation ne vous soumet pas à une dictature des lois, c'est-à-dire voir seulement ce que ces organisations-là disent de vous, mais par contre, vous devez aussi voir où est-ce que sont vos intérêts. Lorsque vos intérêts n'y sont pas, vous sortez. Je ne crois pas que tous les États d'Europe font partie de l'Union européenne. Vous avez vu ici, il n'y a pas longtemps,
que l'Angleterre avait fait un Brexit. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ils ont jugé que non, il n'y avait plus nos intérêts ici, non seulement dans l'Union européenne, dans la zone euro. Voyez-vous, sur le plan économique, c'est aussi comme la RDC. Voir que, par exemple, dans l'EAC, il n'y a pas nos intérêts là-bas. Par contre, nous allons servir les intérêts des autres. Voyez-vous? Donc, c'est ça que nous devons voir. C'est ça que nous sommes en train d'expliquer ici. Donc, pour répondre directement à votre question, de manière simple, de manière directe, le gouvernement congolais, l'État congolais doit déjà commencer à penser comment sortir de cette organisation qu'on appelle de l'EAC, parce que c'est tout simplement une organisation des hypocrites. C'est des gens qui ne sont pas sincères envers la RDC, alors que nous le sommes envers eux. Est-ce que d'une manière claire, parce que il semblerait qu'il existe de main noire, entre guillemets, des communautés internationales. Par exemple, ceux-là qui soutiennent tout ce pays qui, justement, fonctionne pour essayer d'alimenter comme il faut tout ce mouvement, par exemple le M23 qui agresse notre pays. Est-ce qu'il n'y a pas de main noire derrière ce pays que vous avez cité, qui font partie, par exemple, de l'EAC ou soit de l'Union africaine? Ça a été prouvé depuis la nuit des temps que le Rwanda a été toujours un bras séculier, ou encore d'autres pays ont toujours servi, n'est-ce pas, des intérêts des grandes puissances. Par exemple, ou encore, lorsqu'on parle des grandes puissances, trop souvent, on parle des multinationales. C'est lequel? Les termes qu'on utilise. Non, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Rwanda est utilisé comme un État déstabilisateur de la partie de l'Est pour que le gouvernement congolais ou encore l'État congolais n'ait pas le contrôle de cette partie-là, compte tenu de la richesse de son sous-sol. C'est cela la théorie. C'est aussi simple que ça. Nous avons compris cela. Mais ce que nous disons ici, la responsabilité n'est pas du Rwanda, la responsabilité n'est pas de la communauté internationale, la responsabilité n'est pas des multinationales. Par contre, la responsabilité est aux Congolais. C'est aux Congolais de pouvoir sécuriser leur parti. Regardez le comportement de M. Poutine, le président de la Russie. Lorsqu'il a vu qu'il a senti la menace qui venait vers son pays, il s'est organisé, n'est-ce pas, de manière à ce que son pays ne vive pas, par exemple, ce qu'est en train de vivre la RDC. Mais c'est un secret de polichinelle, permettez-moi encore de me répéter. Pourquoi ? Je vous démontre. Avez-vous déjà vu le comportement de la communauté internationale face à cette agression? Nous sommes en train de comparer ici, matin, midi, soir, le comportement de la communauté internationale face à l'agression de la Russie, face à l'Ukraine. Mais regardez ce que fait, par contre, parce qu'il y a un écart. On peut pouvoir faire des déclarations, on peut pouvoir dire, comme l'a dit le président Macron ici à sa rencontre où il est en train de préparer sa venue ici en Afrique, mais ce que fait la France sur terrain, ce que fait l'Union européenne sur terrain, ce que fait l'ONU sur terrain, est-ce que vraisemblablement ou soit véritablement ça aide la RDC à pouvoir recouvrir son intégrité territoriale? Nous répondons non. C'est-à-dire que le Congolais doivent comprendre, le Congo doit comprendre, nous l'avons déjà compris, que nous sommes seuls face à tous, compte tenu de notre richesse. Nous devons nous organiser. Notre cas est presque similaire de celui de la Russie. La Russie s'est organisée. La Russie est en train de défendre son sol. La Russie est en train de défendre son intégrité territoriale, autant que l'Ukraine. Voyez-vous que ça doit être aussi inculqué dans la pensée des autorités congolaises ainsi que du peuple congolais, de ne pas pouvoir voir que la solution viendra d'ailleurs. La solution viendra du Congo et des Congolais. Donc vous faites allusion à ce que nous appelons au sens du nationalisme, parce que, étant congolais que nous sommes, nous avons que ces pays qui est la République démocratique du Congo, malgré toutes ces agressions que nous sommes en train d'assister dans la partie est de notre pays, qui a été démontré ici par M. David qu'il s'agit bien du Rwanda ainsi que d'autres pays voisins que nous appelons entre guillemets voisins, mais qui sont soutenus par les multinationaux qui sont en train justement de pouvoir détériorer comme il faut notre partie est de la République démocratique du Congo. Mais j'aimerais que nous puissions passer à ces seconds sujets. Deuxième sujet par exemple, il s'agit bien de la 52e session de droits de l'homme qui s'est tenue à Genève en Suisse. Nous allons d'abord suivre le discours du chef de l'État et nous allons nous retrouver tout juste après. Démocratique du Congo pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national. Monsieur le Président,
C'est au moment où toutes les initiatives et actions que je viens d'exposer sont en cours et commencent à porter leurs fruits que les autorités rwandaises ont ressuscité le mouvement terroriste du 23 mars, le M23 en sigle, défait en 2013 pourtant par nos forces armées, avec l'appui des troupes internationales de la MONUSCO, pour agresser la République démocratique du Congo et bloquer le processus de paix de Nairobi, dans le but inavoué de poursuivre les pillages des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et de placer sous l'impérium rwandais une partie de son territoire national, le Nord Kivu en l'occurrence. C'est ici le lieu, une fois de plus, de dissiper toute équivoque et de porter un démenti cinglant aux allégations fallacieuses des dirigeants rwandais qui invoquent à qui veulent les entendre, d'une part, la prétendue collaboration entre officiers de l'armée congolaise et les commandants des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, alors que j'ai changé le leadership de l'armée depuis plusieurs mois, et d'autre part, le discours de la haine tribale contre les populations dites rwandophones qui seraient persécutées ou, pis encore, menacées de génocide en République démocratique du Congo, et cela pour justifier leurs crimes dans mon pays et obtenir la mansuétude de certains pays. Voilà, David, vous avez suivi ensemble avec moi les discours du chef de l'État à la 52e session de droits de l'homme. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire comme lecture par rapport à ces discours ? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est très important lorsqu'on parle des questions de droits de l'homme, lorsqu'on parle des questions des droits humains. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a choisi dans le monde entier de parler de cette question-là parce qu'on a estimé que l'homme dans son ensemble, partout au monde, n'a pas encore tous ses droits ou encore tout ce qu'il faut en sa possession. Alors, il est vraiment aussi très difficile, surtout en Afrique en général et au Congo en particulier, de voir comment est-ce que l'homme est en train de vivre. Et ici, il faut signaler, lorsqu'on parle des droits de l'homme, les gens ont tendance à voir ces questions-là beaucoup plus sur l'aspect politique. Mais plutôt, il faut voir, lorsqu'on parle de la question des droits de l'homme, l'homme a le droit à de manger, l'homme a le droit à la sécurité, l'homme a le droit de se vêtir. Ici, quand même, ton émission, c'est un éditorial, et c'est pourquoi je vous conseille de pouvoir, d'ailleurs vous les faites bien, je vous félicite en passant. Merci beaucoup. De voir ces questions beaucoup plus autrement, parce que nous sommes en train aussi de nous plaindre sur l'hyperpolitisation des questions dans notre pays. On regarde beaucoup plus les aspects politiques de choses au lieu plutôt de voir par exemple les aspects sociaux, les aspects économiques aussi. Parlons du chef de l'État. Dans son discours, il a beaucoup plus aussi martelé sur la question sécuritaire, parce que nos frères de l'Est, ils sont en train de vivre, je ne sais pas comment qualifier cela, des fois même les mots me manquent, mais s'il faut que je les dise dans la petitesse des mots, c'est qu'ils sont en train de vivre des moments macabres, des moments douloureux, des moments noirs de leur vie. Imaginez que des enfants dans l'Est de notre pays, certains n'ont jamais été à l'école. Depuis qu'il est né jusqu'à sa mort, ils n'ont entendu que de coups de balle jusqu'à en mourir. Ça craint. Ouais, vous voyez ce que ça fait. Donc, il est très important de pouvoir parler des questions de droits humains, de parler des questions de droits de l'homme. Même si, en tant que politique, je ne peux pas m'en passer de pouvoir parler des questions des opinions politiques. Aussi, ce que les gens oublient, vous savez, moi, je ne suis pas de la presse, mais je pense surtout, pour parler des questions de droits de l'homme, il faut aussi parler des questions de liberté. Pour qu'un homme se sente homme, il doit être libre. Et j'ai toujours milité, j'ai toujours combattu pour la liberté de la presse. Voilà pourquoi je suis parmi ceux qui ont mis de la pression au ministre de pouvoir arriver à voter
la loi sur la dépénalisation des délits de presse. Et je pense que ça a été fait, mais c'est fait en partie parce que jusqu'à présent, quand même, que le chef de l'État l'a dit, qu'il n'y a pas des gens qui sont arrêtés pour des opinions politiques. Je ne suis pas venu ici pour condamner ces discours ou encore dire qu'il y a certains... Parce qu'il faut attaquer ces questions-là dans les fonds. Il y a une part des questions des problèmes de fonctionnement de la justice. Il y a d'autre part de problèmes des traitements humains. Ça, c'est vrai. J'aimerais d'abord que nous puissions, je cite, le chef de l'État a déclaré « Nous allons prendre nos responsabilités. Une chose est certaine, Kagame ne gagnera pas cette guerre. Ce qu'il a fait au Congo, ça suffit. Avec moi, ça ne sera pas le cas, ou ça ne passera plus avec moi. » Ça, j'ai paraphrasé justement le discours du chef de l'État. Alors, n'est-ce pas une sorte de répétition de promesses ou de paroles faites de la part du chef de l'État? Personnellement, je ne le vois plutôt pas comme ça. Parce que vous devez vous rappeler que nous étions en train de vivre ici sous embargo. C'est-à-dire que, parce que, vous savez, lorsque nous sommes acteurs politiques, permets-moi de dire ça en lingala, il faut expliquer comment l'éditorial n'est pas seulement il faut expliquer comment Kambu Ndengezali. C'est-à-dire que pour que Kagame ne gagne pas, comme le chef de l'État l'a dit, il faut que nous ayons une armée équipée. Alors en RDC, on ne fabrique pas des armes. Lorsqu'on est frappé par un embargo, ou soit par un régime de notification, sur le plan stratégique, ça nous met en difficulté. Mais cet embargo-là a été levé. C'est-à-dire maintenant, nous pouvons équiper notre armée. Vous comprenez que ce n'est pas simplement des déclarations. C'est que le piège, ou encore l'incompréhension qu'ont les Congolais en général, c'est de pouvoir penser que lorsqu'un chef d'État va où il va, en train de dire ce qu'il a dit quelque part, il part le répéter, que c'est tout simplement une répétition. Non, il ne faut pas le voir comme ça. C'est que je viens de vous démontrer ici que nous étions sous embargo. Aujourd'hui, nous ne le sommes pas. Maintenant, il faut évoluer. Voyez-vous, c'est que je vous explique. Pour qu'on arrive à gagner cette guerre-là, comme je vous avais expliqué ici au début de l'émission, c'est qu'il fallait faire sur l'aspect politique, diplomatique, ainsi que militaire. Ou militaire. Maintenant, s'il faut aborder cet aspect militaire-là, j'avais même oublié, parce que l'aspect diplomatique est lié à l'aspect militaire. Parce qu'il n'y a pas de diplomatie aussi qu'on peut parler dans ce cas-ci, sans pour autant parler des armes. La preuve en est que nous avons accédé dans l'EAC pour qu'on déploie, n'est-ce pas, des militaires qui sont sur terrain dans l'Est. Je ne le vois plutôt pas comme ça. Moi, je le vois de manière très différente, de manière très pertinente, que cette question-là, cet aspect-là, ou soit le discours du chef de l'État, a tout son sens, a vraiment tout son sens. Il a dit ce qu'il faut dire, maintenant il faut faire ce qu'il a dit. Et pour qu'on fasse ce qu'il a dit, il n'est pas le seul à le faire. Nous devons, nous tous, comme je vous ai dit ici, nous tenir main dans la main et comprendre qu'il s'agit de la question d'intégrité territoriale. Il s'agit des questions de souveraineté. Face à cette question-là, il n'y a pas de camp politique. Face à cette question-là, il n'y a pas de visage politique. Face à cette question-là, il n'y a pas de parti politique. Exact. Face à cette question-là, il n'y a qu'une seule chose. Il n'y a qu'un dénominateur commun, qui est le Congo. Et c'est pour le Congo que nous sommes ici, c'est pour le Congo que nous sommes venus très froidement analyser ces questions sans couleur politique. C'est pour le Congo que vous êtes là pour analyser avec beaucoup, sans contradiction, si je peux dire comme ça, avec analyse aussi, les questions liées à l'actualité de notre pays, surtout cette question qui est vraiment touchante, c'est-à-dire la situation sécuritaire à l'est de notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Alors, une toute petite dernière question, justement pour chuter, parce que nous sommes en train déjà de chuter. Il renchérit en disant ceci. Aussi croit-il le moment venu pour la communauté internationale, l'ONU en particulier, de sanctionner sévèrement les auteurs des crimes et des violations du droit international en République démocratique du Congo et le contraindre davantage à exécuter le plan de paix issu du processus de Nairobi et Luanda, plan avalisé aussi bien par l'Union africaine que le Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, en écoutant encore ces mots du chef de l'État, n'est-ce pas un discours plaintif?
Pas du tout. Je vous l'avais dit ici. D'ailleurs, je pense que lorsque vous m'avez posé une des questions, et on va notifier le Rwanda. Notification, voilà. Je vous avais parlé d'accord. C'est comme si, bon, je n'avais pas écouté d'ailleurs le fond du discours du chef de l'État pour être sincère, mais je crois qu'il est allé dans ma logique. Je vous ai dit ici qu'il ne s'agit pas seulement de faire des déclarations ont été faites. Maintenant, il faut passer par des sanctions. Là, nous rappelons la communauté internationale. Non, c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre pour que le Rwanda soit sanctionné, c'est aux Congolais de faire ce travail-là. Ce n'est pas seulement à la communauté internationale. Il faut aller faire comprendre. Mais il n'y a plus des choses à prouver qui dit à ce que le Rwanda, qui est derrière, c'est l'armée rwandaise d'ailleurs, qu'on appelle le M23, qui s'est constitué en M23. Le Rwanda doit être très sévèrement sanctionné. Pourquoi les chefs de l'État disent cela? Regardez dans l'Union européenne combien de sanctions ont subi la Russie. C'est-à-dire que sur le plan diplomatique, ça a tout son sens. Mais qu'est-ce qui bloque pour que le Rwanda puisse aussi être sanctionné? Ce qui bloque, premièrement, c'est l'hypocrisie de la communauté internationale, et puis deuxièmement, c'est la naïveté des Congolais. Ne pas penser que ces questions-là, ou soit le Rwanda ne va être sanctionné que parce qu'on a fait... Parce que vous savez, ce que les gens ne savent pas, c'est que la diplomatie, c'est toute une bataille. C'est une forme de guerre aussi. Le chef de l'État, ce qu'il fait, bon, c'est discutable. Certains pensent que ce n'est pas de la diplomatie, ce n'est pas le sujet du jour, mais nous devons y travailler. Nous avons des représentants au niveau de toutes les organisations. C'est à nous à s'y mettre. J'étais en train de dire ici, il y a des commissions et des commissions qui existent sur le plan de la communauté internationale. C'est aux Congolais de mettre de l'intelligence, de pouvoir persuader la communauté internationale, chose qui a été déjà faite. C'est pourquoi je vous ai parlé ici de l'hypocrisie de la communauté internationale, mais aussi de la naïveté des Congolais. Maintenant, il faut tenir ces deux choses-là très importantes et y travailler, c'est-à-dire arriver à faire tomber les masques de la communauté internationale. Parce qu'ils viennent, ils nous sourient, mais ils nous poignardent par derrière. Par quel moyen, justement, par quel moyen faire tomber le masque de la communauté internationale? Mais tout en prouvant que le M23 n'est pas un mouvement terroriste, mais c'est le bras séculaire de l'armée rwandaise. Parce que ça a été prouvé ça, à mettre... Oui, ça a été... on n'a pas de non, cause. C'est-à-dire que avoir gain de cause, le premier gain de cause qu'on a eu, c'est que je vous ai dit ici, c'est la levée de l'embargo. C'est pas suffisant. Mais maintenant, il y a exemple la Commission nationale de contrôle des armes, voyez-vous, qui fait aussi un travail à ce niveau-là dans les conseils de sécurité des Nations Unies, qui doit aller prouver, qui doit aller retracer comment est-ce que le Rwanda procure ses armes et comment est-ce que le Rwanda finance, comment est-ce que le Rwanda équipe. Voyez-vous, les communautés, comment est-ce que l'appui du Rwanda, même en termes d'hommes, en termes de troupes, c'est qu'on est en train de faire. Il ne faut pas penser qu'on va les faire, on s'arrête et puis on attend la communauté internationale réagisse. Non, il faut les faire plusieurs fois pour arriver au résultat. C'est ce que je vous ai dit. La diplomatie n'est pas des déclarations. La diplomatie, c'est toute une bataille. Il faut arriver à mettre toute la communauté internationale derrière nous, afin qu'on sanctionne le Rwanda très sévèrement, comme le chef de l'État l'a dit, chose qui n'est pas encore arrivée, mais il faut y travailler pour retrouver la paix dans notre partie Est. Parce que si nous ne le faisons pas, personne ne viendra le faire à notre place. Ouais. C'est ça que nous devons comprendre. Et puis, comme tu l'as dit, ce n'est pas un discours plaintif, mais par contre, nous condamnons le caractère plaintif des autorités congolaises. Parce qu'on pense que lorsque nous allons dans des organisations internationales, en train de nous plaindre, voilà ceci, voilà cela, mais qu'est-ce que vous faites dans le fond? C'est cela ma pensée. Et c'est ce que nous devons faire. Je pense que si nous les faisons bien, nous avons des têtes, nous avons des compétences qui peuvent le faire de la plus belle manière, de la manière la plus éloquente pour nous apporter des résultats escomptés. Donc, nous croyons à ce Congolais-là. Nous ne disons pas que ceux qui sont là ne les font pas suffisamment, mais qu'ils continuent à les faire. Parce que s'ils cessent de les faire, étant donné que nous n'avons pas encore des résultats, donc nous devons y travailler. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, étant donné que nous n'avons pas encore une armée puissante, cela veut dire que pour que nous retrouvons la paix dans cette partie-là, nous devons composer avec la communauté internationale. Ça, c'est la vérité qu'il faut dire aux Congolais. Comme ça a été fait en 2013, les M23 ont été défaits, non pas seulement par les FARDC, mais il y a eu l'appui de la MONUSCO, qui était jadis la MONUC. On a dit que non, vous ne devez pas venir seulement en train d'observer, mais vous devez venir aussi intervenir.
Voyez-vous, c'est de la diplomatie, ça avait produit des fruits. Et puis, la MONUSCO était venue aux côtés des FARDC, cette fois-là, pour défaire les M23. C'est ce qui a été fait. C'est aujourd'hui aussi, je pense que cette répétition-là de choses, parce que si la répétition, elle est meilleure, comme on dit, on n'échange pas l'équipe qui gagne, on n'échange pas des méthodes qui gagnent, on doit reprendre les mêmes méthodes qui nous ont apporté des résultats et continuer à y travailler très profondément pour qu'on arrive à retrouver la paix très finalement dans cette reprendre la même méthode pour que nous puissions justement reprendre ou encore retrouver la paix que nous sommes toujours et chaque jour en train de déplorer dans la partie est de notre pays et pourquoi pas au sein de la République démocratique du Congo dans toute son entièreté. C'était là la dernière phrase, je peux dire, de mon invité de ce jour. Il s'agissait bientôt plutôt de David Motu-Mungu. C'est avec lui que nous avions eu le temps, n'est-ce pas, de pouvoir décortiquer l'actualité de notre pays, surtout la situation sécuritaire à l'est de notre pays. J'ai dit un grand merci à M. David. C'est plutôt à moi de vous remercier. Ma gratitude surtout. Oui, je remercie tous les Congolais et je recommande à tous mes téléspectateurs cette émission et à tous ceux qui croient en nous. C'est pour le Congo que nous faisons tout ce que nous faisons. Voilà, c'est pour le Congo que nous les faisons. Alors n'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne DRC Info Télévision et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater. Le Congo restera à nous et restera toujours pour nos enfants. Personne ne peut venir, je dis bien, personne ne peut venir découper encore, balkaniser ces magnifiques et précieux trésors qui est la République démocratique du Congo. Merci, à la prochaine.